Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Le 15 décembre 2022, dans un petit bar branché de Montréal, une dispute éclate entre le patron de l'établissement, Silvio, et un de ses employés que nous appellerons John. Pendant le service, 40$ auraient mystérieusement disparu. L'employé admet presque immédiatement avoir volé l'argent, mais il maintient aussi les avoir replacés dans la caisse peu de temps après, s'étant rendu compte de sa malhonnêteté. Le problème, c'est que Silvio refuse de le croire et s'en va. L'affaire pourrait s'arrêter là, vous me direz. Silvio pourrait décider de licencier son employé baratineur et de ne plus y penser. Mais non. À 23h30, il revient dans son bar d'un pas décidé, accompagné du portier et du barman. À trois, ils emmènent John de force dans le sous-sol, à l'abri des regards, où un autre portier finit même par les y rejoindre. Le deal est simple. John dispose de 10 minutes et d'un téléphone portable pour récolter 5000$. S'il n'y parvient pas, les 3 employés présents le tabasseront et une nouvelle minuterie, toujours de 10 minutes, est déclenchée avec le même ultimatum à la clé. Pendant des heures, John contacte un à un tous ses proches, essayant tant bien que mal de trouver la rançon qu'on lui a demandée. Pendant des heures, alors que les alarmes continuent fatalement de sonner toutes les 10 minutes, John est inlassablement roué de coups par les 3 employés déchaînés. Vers 4h40 du matin, la torture s'intensifie encore alors que Silvio place une sinistre collection d'objets face à sa victime. John regarde désormais avec effroi, on l'imagine, le marteau, la brocheuse, les différentes pinces étendues devant lui. La vision est abominable, s'ajoutant à sa douleur physique, une souffrance psychologique monstrueuse s'empare maintenant de lui, alimentée par la menace de ce qui pourrait venir ensuite. À quoi vont bien servir ces objets ? Lui briser les os, lui arracher les dents, lui couper les doigts, lui écorcher la peau ? Pendant des heures durant, il encaisse les coups sans riposter, des coups de poing, de pied, de genoux, de coudes, de pinces et d'autres objets métalliques divers que Silvio tend à ses hommes de main. Vers 6h du matin, alors que la stratégie initiale ne semble pas payer, les bourreaux décident d'envoyer carrément un message à la mère de leur victime. Elle y entend la respiration lourde et saccadée de son fils, entrecoupée de ses hurlements effroyables, alors que les 3 employés chargés de la torture ont maintenant enfilé des gants de boxe et s'acharnent sur son corps. Déjà meurtri, elle doit leur faire parvenir 2200$. Vers 10h30 du matin, le patron du café et du bar a réussi à récolter une bonne partie de la rançon, mais l'employé n'est toujours pas au bout de ses peines. L'enfer qu'il vient de vivre pendant les 11 dernières heures va encore s'éterniser 4 heures de plus. À 14h30, enfin, les 4 bourreaux s'en vont, laissant l'employé aux portes de la mort, inerte sur le sol. Seuls 9 de ses 10 doigts sont encore entiers. Le dernier a été sectionné pendant la nuit au cours d'un faux moment de répit où les coups avaient cessé de pleuvoir. Pendant le procès, le juge chargé de l'enquête ne mâche pas ses mots pour décrire les crimes odieux qui ont été orchestrés cette nuit-là. Pendant son discours, il mentionne d'ailleurs le comportement moyenâgeux des agresseurs, qui ne leur vaudra pourtant qu'une peine relativement faible. C'est cette réflexion qui nous intéresse. Que veut dire le juge quand il mentionne le comportement moyenâgeux des agresseurs ? Peut-être qu'il a en tête ce qu'on imagine tous, malgré nous, en pensant aux us et coutumes de cette époque-là. Hostilité, violence, souffrance, un système judiciaire sans pitié, reposant sur l'utilisation débridée de la torture et sur la barbarie des bourreaux. Dans ce cas, le juge de notre petite histoire, bien réelle, je rappelle, met l'accent sur la violence des agressions subies par John tout au long de sa nuit de terreur. Si l'agression est décrite comme moyenâgeuse, c'est alors simplement pour exacerber l'agressivité farouche dont ont fait preuve les 4 accusés et souligner une sorte de barbarie presque primitive. Pourtant, la torture judiciaire du Moyen-Âge est loin d'être aussi simpliste. Elle est en fait régie par des principes bien plus réfléchis que la simple nécessité ou le simple désir de faire souffrir l'accusé. Peut-être même que notre juge est bien conscient de la complexité du procédé et que sa remarque en est le reflet.
Dans ce cas, les agresseurs auraient selon lui un comportement moyenâgeux, dans le sens où la terreur qu'ils ont fait subir à leurs victimes, en plus de ces tourments physiques, rappelle comment les pratiques judiciaires du Moyen-Âge incorporent davantage de souffrances psychologiques que de tortures effectives. Cette deuxième hypothèse reste tout de même peu probable. Notre juge s'est sûrement lui aussi laissé tromper par l'image barbare qu'on se fait aujourd'hui du Moyen-Âge. Il est donc temps pour nous de tirer tout ça au clair, une bonne fois pour toutes. Comment se passaient les procès pendant le Moyen-Âge ? La torture était-elle souvent invoquée ? Quelle était alors son utilité ? Comment se déroulaient les séances ? Qui était présent ? Eh bien, partons maintenant à la découverte de la justice médiévale à travers sa pratique la plus fantasmée, la torture au Moyen-Âge. J'ai bien conscience que vous attendez avec impatience les descriptions sordides, détaillées des tortures du Moyen-Âge. Elles vont arriver, je vous le promets, mais avant tout, il est quand même impératif pour nous de passer par la période antique, quand même, au cours de laquelle s'est développé un concept clé pour l'émission, le droit romain. Dès son apparition, pendant l'Empire romano-byzantin, le droit romain supplante le droit coutumier qui prévalait jusque-là et instaure de nouveaux principes politiques et judiciaires, on va dire primordiaux. On y trouve d'abord une distinction entre le ius et la lex, c'est-à-dire entre le droit privé et le droit public, qui encadre les relations citoyennes, organise la propriété privée et édifie les rapports entre le peuple et l'État. Par ailleurs, selon les catégories du droit romain, l'État ou l'empereur se voit accorder une autorité supérieure à toute autre instance existant sur son territoire. C'est ainsi que, au VIe siècle, l'empereur Justinien considère les rois européens comme de simples vassaux, à qui il délègue une partie de ses pouvoirs, tout en conservant une souveraineté politique suprême sur toute l'étendue de son empire. Jusqu'à la fin du IXe siècle, le droit romain maintient une forte influence dans la législation européenne, mais lorsque l'Empire carolingien s'effondre, le pouvoir politique s'émiette et le droit romain tombe rapidement en désuétude. Ces principes ne sont en fait tout simplement pas adaptés au nouveau monde, au monde féodal. Une multitude de petites seigneuries voient le jour, chacune se réclamant souveraine de leur domaine, s'autorisant dans le même temps le droit de faire la guerre, de fonder leur système judiciaire, de battre même leur propre monnaie. Bref, l'État disparaît petit à petit pour laisser place à une constellation de petits pouvoirs féodaux. La hiérarchie impériale instaurée par Justinien vole en éclats et le droit romain est renvoyé au placard. Il faut attendre 2 siècles pour que l'Europe redécouvre en fait ses principes juridiques. Vers la fin du XIe siècle, l'Italie, qui avait en partie continué à suivre le code justinien dans une logique commerciale entre sa péninsule et l'Empire byzantin, se replonge entièrement dans le droit romain. C'est d'ailleurs plus précisément l'Église qui va le faire ressurgir et lui permettre de s'étendre sur tout le territoire européen en s'inspirant pour créer le droit canon, c'est-à-dire le droit propre à l'Église. Sous le pontificat du pape Grégoire VII, entre 1073 et 1085, les rapports entre les clercs, ainsi que ceux entre les clercs et les fidèles, sont entièrement restructurés pour imiter l'organisation politique mise en place par le fameux droit romain. Cette réforme grégorienne a en fait pour but non seulement de réunifier l'Église, mais surtout d'affirmer l'autorité suprême du pape sur le clergé occidental. Plus encore, le pape cherche par cette manœuvre à se placer au-dessus du pouvoir laïque, ce qui déclenche évidemment quelques petits conflits avec les seigneurs en place sur le territoire. L'enjeu est quand même de taille. Il s'agit ni plus ni moins de mettre la main sur le monopole de l'exercice légitime du pouvoir politique. Finalement, le coup de poker de Grégoire VII ne fonctionne pas. Partout en Europe, en France, en Angleterre, au Portugal, en Écosse, en Pologne, en Hongrie et j'en passe, des monarchies ont commencé à se construire. Déjà bien trop puissantes, elles tiennent farouchement tête au projet du pape et refusent de se soumettre à son autorité. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.